Mbala. Dieudonné, bonjour. Bonjour, Baran. Veuillez, s'il vous plaît, décliner votre identité, date, lieu de naissance et nationalité. Alors, Dieudonné Mbala, donc je suis né le 11 février 1966 à Fontenay-aux-Roses, en banlieue parisienne. Je suis de nationalité française. D'accord. Franco-camerounais. C'est sûr? Oui, j'ai aussi la nationalité camerounaise. D'accord. Dieudonné, en préparant notre rencontre avec le plus gros vendeur de billets de spectacle vivant, qui plus est un comique, on s'attendait à rire beaucoup. Ouais. On a vite déchanté quand on a été confronté, choqué par la censure que vous subissez. Alors, ce n'est pas à votre public ni aux initiés que l'on va apprendre que vous avez été amené à jouer dans un bus, mais y a-t-il eu d'autres endroits insolites? Ah oui. J'ai joué dans un bus après avoir joué dans des zéniths, suite effectivement à la censure orchestrée en France par la puissance d'un lobby qui ne dit pas son nom. Bon, on le connaît, c'est le CRIF, c'est le lobby israélien qui organise et qui filtre un petit peu aujourd'hui en France, en tout cas dans l'humour, ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Il voudrait nous dire ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Bon, en tout cas, on essaye de se bagarrer contre ce lobby dominant. Et donc, ils ont toute une armada d'armes à leur disposition. Bon, ils font des pressions politiques. Donc, on a les arrêtés municipaux. Il y a évidemment les responsables de salles qui sont mis sous pression parce que s'ils invitent des artistes étiquetés antisionistes, eh bien ils sont à ce moment-là, on leur enlève les autres artistes qui sont produits de manière générale par l'industrie qui est dominée par ces productions sionistes. Et puis donc j'ai été confronté à des annulations de salles. Je me souviens d'une maison pour tous à Angers. Maison pour tous, évidemment, sauf pour moi, en l'occurrence. Et donc, ce jour-là, j'ai joué dans un champ. Donc, on a donné rendez-vous. Il y a heureusement un agriculteur. Je ne sais pas s'il était tout à fait agriculteur, mais en tout cas, il avait un champ à sa disposition. Et donc, nous avons, avec tous les spectateurs, il y a une file de, 300 voitures. Et nous sommes partis comme ça. Bon, j'ai joué, on a mis une table, on avait une poursuite. Et puis, j'ai joué dans un champ. C'était un moment, effectivement, assez exceptionnel. D'accord. Mais bon, ça fait partie de l'histoire de l'humour, en tout cas, qui se veut. Moi, j'ai l'impression de faire mon travail. Je n'ai pas l'impression de vouloir quoi que ce soit d'autre que de faire rire. Et beaucoup ont du mal à croire que ça puisse arriver, hein, ce qui vous arrive avec un artiste. Oui, mais ce qui fait aussi que je travaille beaucoup plus que les autres. Quand je jouais dans mon autocar, c'est 70 places, donc j'étais obligé de jouer 3 fois par jour. Et donc, c'est sûr que je pense que c'est dans l'adversité aussi qu'on affine son art. Et j'ai un autre exemple qui illustre bien le fait qu'on vous empêche de travailler, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. C'est l'exemple du multiplex Gaumont à Montpellier en mai 2012. Vous arrivez et là, la porte est fermée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Bien souvent, l'Olympia, pareil, exactement pareil. Les pressions, là, c'était Nicolas Sarkozy qui recevait le président d'Israël à ce moment-là. C'était en 2003 et 2004. Et donc, il était à l'époque ministre de l'Intérieur et le responsable de la salle reçoit un coup de téléphone. Il faut annuler. Là, c'est plus la préfecture, c'est plus là. On est tout en haut. Il me dit là, je peux plus rien faire. Je suis obligé d'annuler. J'ai aucune raison, mais on va invoquer un risque qui est un problème de sécurité. Un problème de sécurité. Quoi alors du coup Et donc j'ai joué à ce moment-là. Alors là, pour ce qui est de l'Olympia, on était 4000 personnes, 5000 personnes devant l'Olympia. Évidemment, on n'aurait même pas pu rentrer tous. Et puis à Montpellier, c'était un peu la même chose. Voilà. D'accord. Là, vous évoquiez les arrêtés municipaux. Oui, ce sont toujours. En fait, le principe, la méthode, elle est assez simple. Les organisations israéliennes qui se cachent derrière des enseignes comme la LICRA ou le CRIF, font pression sur les maires. Bien souvent, ils ont des leviers politiques, des leviers économiques qui leur permettent de mettre les élus dans des situations, des postures un peu délicates. Ce qui fait que ils se disent on annule. Alors ils cherchent des prétextes. Mais alors, au niveau du levier juridique, là justement, on sait que plusieurs personnes vous ont tourné le dos, mais la justice, elle est de votre côté. Alors à chaque fois, toute la difficulté, c'est que lorsqu'un maire fait, donc sous la pression de ces organisations, fait un arrêté.
on a un recours au tribunal administratif. Donc là, notre avocat, l'excellent avocat, Maître Verdier d'ailleurs, qui a l'habitude maintenant de la procédure, donc se retourne vers le tribunal administratif et demande simplement la suspension de cet arrêté. Et donc on l'obtient. Dans la foulée. On l'obtient, mais alors là, il faut que ça soit dans un délai. C'est pour ça que souvent l'arrêté tombe genre 12 heures avant, et donc on a encore vous êtes la possibilité. Et puis après, donc là récemment on fait lever l'arrêté, donc ça c'est déjà une première procédure. Oui. Et ensuite on peut attaquer sur le fond pour demander des réparations. Et donc là c'est ce qui s'est passé à La Rochelle, et où là on a fait condamner la ville de La Rochelle à pas loin de 50 000 euros. C'était pas la seule. En fait, oui, il y en a eu quelques-unes, mais là c'est en fait les actions sur le fond sont jugées maintenant. D'accord. Parce que ça prend un certain temps quand même. Alors j'évoquais le fait que des personnes vous ont tourné le dos, et lorsqu'on écoute ce qui se dit sur vous à la télé, on voit que vous incarnez parfaitement le oui mais. À ce titre, je vous propose à vous et à nos chers web auditeurs de regarder quelques extraits. Moi je trouve navrant qu'un artiste qui par ailleurs peut avoir du talent sombre dans un tel naufrage et soit amené à une diatribe qu'on n'a pas entendue, en tout cas avec cette virulence depuis, je sais pas, 1934 peut-être, dans beaucoup de pays d'Europe. Franchement, moi, Dieudonné, je vais te dire un truc. Moi, en tant qu'artiste, franchement, j'ai comme tout le monde, quoi. Le mec, il est drôle, il est brillant et tout. Mais là, je me demande s'il n'a pas confondu combat et fond de commerce. Moi, j'aime beaucoup Dieudonné. Mais on dit toujours qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je crois qu'il a fait une petite erreur là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est de loin le meilleur. Je trouve qu'il avait, et il a sans doute, beaucoup de talent. C'est un des meilleurs. Ben oui. Oh, c'est très compliqué cette histoire, parce que il est infréquentable maintenant. Même si c'est un des types qui me fait le plus rire, je pense même que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans son genre. C'est un gâchis affreux. Et je lui dis, je te demande juste une chose pour faire le film, est-ce que tu es antisémite ou est-ce que tu l'es pas? Et il n'a pas été capable de me répondre, mais il dit c'est plus compliqué que ça. Je lui dis bon alors laisse tomber, on se voit plus et tout, tu feras pas le film avec moi. Juste qu'il serait dans une autre époque, il ne sera pas fait taper dessus comme il l'a fait. Maintenant, ce qu'il y a fondamentalement derrière ce qu'il est en train de penser aujourd'hui et ce qu'il cultive aujourd'hui, effectivement c'est très contestable et je ne le trouve pas fréquentable, d'ailleurs je ne le fréquente plus. C'est le meilleur d'entre nous, il a les couilles de dire ce qu'on pense. Alors, moi je vous trouve, vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Si je ne suis plus invité, je ne serai plus invité. Mais je ne peux pas aller contre ma conscience et contre ma dignité. Je peux pas, j'ai une dignité, j'ai une conscience. Donc, c'est le meilleur, c'est le plus fort, le plus talentueux, mais quoi alors, Dieudonné? C'est drôle de toute façon de retrouver ces images, parce que c'est vrai que moi j'ai 46 ans, je le rappelais tout à l'heure, et c'est tout un cheminement qui m'ont amené aujourd'hui effectivement à jouer dans des bus, mais à retourner aujourd'hui encore dans des zéniths. Le chemin artistique est un chemin semé d'embûches, et là je me retrouve aujourd'hui dans cette situation. Je ne l'ai pas réellement cherché, les choses se font comme ça assez naturellement. Moi j'ai toujours continué à travailler et essayer de trouver ce qu'il y avait de plus drôle, ce qui me faisait rire en tout cas. De ces réactions, je remarque que la plupart sont aujourd'hui dans une situation artistique, un chemin artistique laborieux. Alors peut-être que j'ai raté mon insertion dans l'univers du show business, mais ça n'a jamais été un objectif. Quand j'entends Bruno Solo me dire Dieudonné, antisémite, est-ce que j'ai pu te répondre? Justement, c'était ça, ça s'est vraiment passé comme ça, parce qu'il est vraiment venu vous demander, Dieudonné, êtes-vous antisémite? Non, mais il a romancé un petit peu les choses. J'étais prévu sur son film, et puis il y avait des pressions. Lui tenait à ce que je participe. Moi, d'ailleurs, j'étais pas forcément, je n'ai pas dit oui, d'ailleurs, je me souviens. Et puis je sentais qu'il y avait des pressions, on avait fait une lecture, et puis là il m'a expliqué que autour de l'antisémitisme, c'est lui-même qui m'avait, Bruno Solo, je me souviens, il m'avait dit qu'il y avait un antisémitisme d'extrême droite, d'extrême gauche. C'est lui qui avait développé cela, et bon, je lui avais dit que je ne me sentais pas concerné par tout cela, ni par l'antisémitisme, ni par le judaïsme. Tout cela me paraissait les deux faces d'une même pièce qui ne me concernait absolument pas. Donc voilà, je suis ni juif ni antisémite, et j'ai le droit d'exister.
D'accord. Vous avez remarqué que vous avez la cote avec Clara Morgan. Oui, j'ai vu. Vous l'aviez déjà vu cette Oui, on m'en avait parlé. Je l'avais pas vu, mais on m'en avait parlé. Je n'avais pas vu cette. Bon, c'était. Alors, au-delà des attaques et des commentaires des uns et des autres, je rappelle que ce qui nous a le plus choqué, ce sont les obstacles que vous avez à surmonter pour monter sur scène. J'ai essayé d'illustrer votre situation par ce tableau. La scène en danger, qui s'inspire du tableau La Scène, qui représente Jésus et ses apôtres. Alors ici, après que nos apôtres aient joué à la chaise musicale et qu'ils se soient retrouvés à des positions différentes de celles du tableau original, je les ai remplacés par des personnalités en fonction des qualités des uns et des autres. Alors donc, juste en dessous du soleil, le patron, c'est vous. Ici, sur votre gauche, à la place de l'apôtre Thomas qui symbolise le doute religieux, on a mis quelqu'un qui, lui aussi, remet en cause certaines valeurs morales, Dominique Strauss-Kahn. Et un peu plus loin, sur votre droite, un personnage très important, Judas, qui aurait été un traître. On l'a remplacé par Bernard-Henri Lévy. Et enfin, à la place de Pierre, surnommé le Roc, on a Alain Soral, qui, on peut le dire, est un peu celui qui a initié la grande église de la dissidence. Et je vais citer donc les autres apôtres et je laisse à qui le veut de rentrer dans plus de détails. Alors on a Kémy Séba, Elie Semoun, Jackie, que vous aurez reconnu, Ahmed Moualek, pour le côté fraternel, Manuel Valls, Éric Zemmour, Hugo Chavez et moi-même, là. Dans une posture d'ailleurs assez délicate. Alors, est-ce que, si on avait... je vous avouerai que j'ai beaucoup hésité entre Elie Semoun et Bernard-Henri Lévy pour Judas. Si j'avais mis Elie Semoun, j'aurais été un peu dur avec lui. Alors moi qui suis de culture chrétienne, je dirais que ils ont tous trahi à un moment donné. Pierre, le premier des apôtres, va trahir 3 fois avant que le soleil ne se couche. Et c'est vrai que me mettre à la place de Jésus, c'est un peu inconfortable, mais dans l'humour en tout cas et par rapport au projet humoristique que j'ai, je me reconnais. Je me reconnais, moi, dans la foi chrétienne. C'est quelque chose que même si l'Église chrétienne a trahi, selon moi, le message du Christ, je crois profondément qu'il y a une résurrection et que cette résurrection, elle est en chacun d'entre nous. Alors, dans tous ces personnages, il y a du bon et du mauvais. Mon fils s'appelle Judas. Je pense que Judas, c'est celui qui représente l'homme, l'être humain. C'est cette capacité. Nous trahissons tous Jésus chaque matin et toute la journée, et jusqu'au soir, jusqu'au coucher. Donc il est très difficile de vivre sur le chemin qui conduit au don ultime, celui de se donner à l'humanité comme il l'a fait. Alors après, chacun a sa vision de cela, mais d'ailleurs je pense que Jésus aujourd'hui, dans les conflits qui bouleversent le monde, aurait une position qui serait très différente de ce que l'on entend. Je pense que Jésus et l'islam, d'ailleurs, c'est quelque chose pour moi qui forme la même chose. D'accord, donc en gros, Elie Semoun trahit un peu comme tout le monde peut trahir dans... Alors moi, la trahison... Oui. On a mis BHL au final. BHL, c'est la trahison, je pense que c'est la trahison... c'est certainement le personnage le plus noir, le plus obscur, celui qui est attiré par ce qu'il y a de plus obscur dans l'homme, quoi. L'exécution de la famille Kadhafi, la haine, il vit dans une haine incroyable, quoi. C'est-à-dire la haine de l'autre. Et alors, d'ailleurs, ce mot, comme par transfert psychologique, il l'emploie systématiquement. Là, il parle de la haine. Il fait pourtant ce qu'il veut. Non, c'est un criminel. C'est un jour, si l'idée d'une justice s'impose, il devrait être jugé, tout comme les autres, pour ce qu'ils ont fait là, notamment au peuple libyen. Il fait partie de ces figures étonnantes, cette façon un peu romanesque d'amener la guerre, quoi. C'est assez étonnant. La guerre sans l'aimer. Tout ce qu'il fait est extrêmement risible. C'est pour ça que moi je vis dans une époque... Même son film, vous l'avez vu? Oui, mais tout ce qu'il fait est très mauvais, et systématiquement de très mauvaise qualité. Et c'est très amusant d'ailleurs, parce que il est extrêmement riche. Une partie, d'ailleurs, la plus grande partie de sa fortune lui vient de sa famille, qui a fait commerce dans le bois précieux africain. Ils ont participé évidemment à
l'exploitation de ces richesses naturelles de l'Afrique, en volant évidemment très largement au peuple africain. Et donc aujourd'hui, qu'il entraîne encore une fois la puissance sioniste à bombarder, à tuer les Africains, bon, bah, c'est quelque chose. C'est une guerre. Nous sommes en fait dans une forme de guerre, comme d'ailleurs Jésus était au milieu d'un conflit, mais alors il avait évidemment cette façon d'élever le débat à un niveau où au-dessus c'est le soleil, comme on dit. Au-dessus c'est le soleil. Et alors justement, est-ce que vous collectionnez, avez-vous à la maison des tableaux ou d'autres œuvres d'art que le fisc ne vous aurait pas encore volé? Non, j'ai jamais eu de tableau, si ce n'est ceux de mes enfants. Donc le fisc, là, non, ils ne sont pas intéressés. Non, j'ai jamais eu de... Alors, si, j'ai un copain, j'ai un tableau, j'ai un copain d'ailleurs de Dreux, Michel Talata, et donc j'ai quelques tableaux de lui. Autrement, non, pas un collectionneur particulier, d'accord. Non, si, j'ai quand même ces tableaux, c'est vraiment un artiste. Vous lui avez acheté? Oui, je lui ai acheté. Je prends le risque de penser que vous avez au moins chez vous un album de rap. Et à ce titre, je souhaiterais partager avec vous une découverte No Name TV. C'est un rappeur qui fut avec son groupe Lasmala finaliste des tremplins MCM, entre autres. Il va nous interpréter aujourd'hui en exclusivité 2 extraits de son futur album. Et juste avant, je vous propose d'écouter un extrait de son titre Droits de l'homme, sorti en 2006 chez Crystal Records et distribué dans toute l'Europe. Musique. Leur collecte des sommes, pas des choses mais bien des hommes. C'est bien une âme qui nous anime, qui sont l'avenir plus dans ma zone. Leur que c'est que des mômes, pas des rats mais bien des mômes. C'est bien une arme qui cherche à l'ombre et ouais, bien plus dans ma zone. Leur collecte des sommes, pas des choses mais bien des hommes. C'est bien une âme qui nous anime, qui sont l'avenir plus dans ma zone. Leur que c'est que des mômes, pas des rats mais bien des mômes. C'est bien une arme qui cherche à l'ombre et ouais, bien plus dans ma zone. Leur collecte des sommes. Je rappelle que ce titre est téléchargeable sur l'iTunes Store et sur le site internet de l'émission. Fakir LC, c'est à vous. FPLC. Ok. Il y a longtemps que j'ai cessé d'être un autre rêve. Autrement dit, on laisse derrière, on passe à d'autres rêves. Il paraît que la gloire est toute prête. Désolé si je refuse une chevauchée à d'autres rêves. La paix, j'y ai cru mais je suis un idiot. Les hommes sont perchés, prennent d'autres hommes pour idoles. J'attendrai pas la fermeture du rideau. J'aime dire ce que je pense uniquement, format people. D'ailleurs, tout le monde attend le scandale de trop. Va-t'en pour big libération de Dutroux. Et merde, tout ça commence à être drôle. Donne-nous une vérité, on va, on fera meilleur drop. Un autre moi me dit va-t'en, avant d'étouffer. Comment être heureux en ville, on sait que l'amour est dans le pré. Non, plus sérieusement, le monde comment ça va? Tes vieux démons de 45, comment ça se voit? C'est en toute paix que je vous expose ma vision du monde. Je préférais donner la vie que la reprendre évidemment. Non, plus sérieusement, le monde comment ça va? Tu veux la paix, commence par faire entendre le son de ta voix. Ce ne sont que quelques mots sur des images. Ok, coupe le son car ce qu'on entend il ferait plus que leur grimace. Ce ne sont que quelques mots sur des images, quelques fragments de victimes pour un flagrant délit de rage. Peut-être c'est ce qui nous laisse en héritage. Peut-être que leur violence m'effraie car ma seule arme est lyricale. Ce ne sont que quelques mots sur des images dramatiques et l'avenir dramatique et ce virage. Ce ne sont que quelques mots sur des images. Et quand la mort s'empile, collatéral et le dommage. Peut-être que leur frère a deux visages. Et qu'en destruction il y a juste un problème d'atterrissage. Ce ne sont que quelques mots sur des images recouvertes d'un voile de soie, la finance des visages. Ce ne sont que quelques mots sur des images. Dites-moi comment fuir quand mon cœur est ancré dans ce paysage. Venu de nulle part, je vous emmerde d'appliquer le 5e amendement car innocent de toutes parts. Et je ne doute pas, et perso je ne t'écoute pas. J'ai autre chose à faire que boire de la merde sortie d'un trou de balle. Mais ce que je me torture et c'est pour ça que je me couche tard. En mode fétiche qui dit maman stop et n'accouche pas. Car on est mort dans leur petit bout de paradis. D'ores et déjà coupable, arabian, parodie. Évidemment
constamment que l'on sait ce qui se trame. Au bord de la falaise, pas suivre le premier qui sautera. Sortez vos couilles et le fight spirit. Rien de mieux pour nettoyer un génocide que du white spirit. Prudent, avant que tout ça s'envenime. J'écris leur soirée, l'opulence et le vomi. Le monde est dur et j'entends souvent dire c'est ça la vie. Bouc émissaire de ce siècle, hein, c'est ça le deal. Bravo. Dieudonné, on vient d'écouter une forme d'expression artistique, le rap, qui emploie parfois le langage parlé. Le titre de Fakir LC que l'on vient d'entendre, dont on a écouté l'extrait tout à l'heure, Droit de l'homme, a été repris comme l'hymne de certaines manifestations de soutien à la Palestine. Et dans l'un de vos spectacles, vous interprétez un peu à la Claude Nougaro un texte sur la Palestine. Alors qu'est-ce qui vous touche le plus chez cet artiste, Nougaro? Alors bon, j'ai eu la chance, je pense qu'on est de ma génération. Moi j'ai grandi dans l'univers du jazz. Je connais le rap, mais j'ai beaucoup d'amis parce que c'est une forme d'expression qui s'est imposée avec le temps. Mais quand plus jeune, c'était effectivement Nougaro, c'était le jazz. Ma mère avait un disque de Nougaro chez moi et je l'écoutais souvent. Et puis un jour, j'ai eu la chance de le rencontrer, puis on est devenus amis. C'était sur la fin de sa vie, donc je suis allé manger chez lui, il est venu manger chez moi et bon, on a vraiment. Il me disait gangster de la beauté. Il avait un swing des mots qui m'a. Bon. Alors donc quand j'ai écrit pour conclure ce spectacle, ce sketch sur la Palestine, je me devais évidemment de lui faire un petit clin d'œil parce que c'était tout à fait naturel pour moi. Se serait-il reconnu? Il était décédé au moment où j'ai fait cela. Mais et puis la Palestine, évidemment, puisque je pense que là, en plus de ça, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment le carrefour, quoi. C'est l'endroit, le moment charnière où le monde va choisir son chemin. Et donc, je pense que il y a aujourd'hui beaucoup d'espoir du côté du peuple palestinien, du peuple iranien, du peuple vénézuélien, du peuple africain, du peuple du peuple qui demande plus de vérité, Et c'est vrai que l'État, l'entité sioniste, qui est l'entité du mensonge absolu, du vice et du crime et de l'esclavagisme, cet empire-là, aujourd'hui, il est dans les... C'est étrange parce que grâce à l'Internet, on voit bien qu'aujourd'hui, la posture du tyran est difficile à tenir. Ce tyran qui n'a jamais été aussi fort, aussi beau qu'aujourd'hui, aussi flamboyant, mais qu'à la veille de son chaos. Et je le souhaite. J'ai la chance d'avoir rencontré de fiers combattants du Hezbollah au sud Liban en 2006. Aujourd'hui, je vois la résistance du Hamas, nos frères d'Iran, du Venezuela aussi qui se battent. Je dis nos frères parce que je pense que là vous parlez d'un combat, c'était évidemment celui de Jésus qui était aimez-vous les uns les autres. Et aujourd'hui il y a cette guerre qui est... Il serait temps qu'il revienne, effectivement, ce serait le moment. C'est prévu. Ouais, c'est prévu parce on sait pas quand. Et je pense que de toute façon, il sera forcément du côté des plus humbles d'entre nous. Bien, on vous a souvent entendu chanter, faire des clips. Est-ce que la notion de rythme, de quelle manière vous l'intégrez dans la manière de faire jouer vos personnages? J'imagine qu'elle a une importance. Rythme. Le rythme, en fait, il s'impose avec le temps. Moi, je répète beaucoup mes spectacles. Puis doucement, le rythme arrive. Ça ressemble beaucoup à du jazz ou du rap d'ailleurs. Je pense qu'il y a cette façon de trouver à un moment donné le rythme juste, celui où l'expression est la plus claire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le stand-up est une forme assez répandue sur la scène comique française. Vous situez où par rapport à ce style? Comment pourrait-on décrire votre travail de mise en scène? Je pense que je joue aussi beaucoup la comédie, donc j'ai toujours été très intéressé par l'incarnation des deux personnages. Donc c'est quelque chose qui me fascine. Donc j'utilise évidemment la partie artistique, comédien, on va dire, dans mes spectacles, autant que celle de l'auteur qui est là plus... on va dire, Nougaro parlait lui de poésie. Moi, c'est comment il s'appelle-t-il j'ai eu pas mal de gens qui ont commenté et qui ont décrit mon travail, je trouve mieux que moi. Aimé Césaire évidemment, qui me disait rire avec la souffrance nègre. Ah, quelle idée incroyable, vous allez déranger du monde.
J'ai eu la chance de le rencontrer lorsque je m'étais fait agresser sur le sol martiniquais par 4 Israéliens. Vous étiez bien défendu d'ailleurs. Oui, je les avais rattrapés, on avait réussi à les neutraliser. D'accord. Mais on les a envoyés en prison. Bon, évidemment là, la presse n'en a jamais parlé. Non, parce qu'ils sont très lâches. Vous savez, en plus de ça, ils étaient 4, et j'étais seul à ce moment-là, bien évidemment, et dans le dos, évidemment. C'est comme ça que fonctionne Israël, de manière générale. Hein. Et donc, il suffit qu'ils tombent sur des hommes qui simplement sont animés par la justice et la raison, et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, ils peuvent toujours, après, faire jouer... D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, une fois qu'ils ont été neutralisés, que c'était moi qui les avais agressés. Moi, sur le parking d'une radio où je me rendais, je les ai vus. Personne ne les a cru, j'espère. Personne ne les a cru, j'espère. Non, évidemment, non. Puis si c'était sur le sol martiniquais, c'était très compliqué que 4 blancs tabassent un noir en le traitant de sale nègre sur le sol, sur la terre martiniquaise. C'était ambitieux. Mais cela dit, c'est ce qu'ils font en Palestine. D'accord. Et vous parliez de la souffrance des nègres, hein. C'est l'expression que vous avez prise tout à l'heure. C'est le lien entre tous vos spectacles? Quel est le lien, en fait, entre tout, Moi, je pense que je suis dans le marronnage. Je suis un humoriste descendant d'esclaves. Donc évidemment, ça dérange de coloniser. Je suis pas là pour culpabiliser le petit blanc de la campagne qui, le pauvre, lui aussi est un esclave. J'en suis parfaitement conscient. Mais il y a une tradition de dignité, de chevalerie aussi chez les esclaves. On appelle ça le marronnage. Et moi, je suis Neg Doubout, c'est-à-dire un noir debout. Voilà. D'accord. Pas forcément dans la posture de victimisation, mais plus dans la tête. Non, parce que la posture de victimisation, elle est prise. Elle est occupée depuis très longtemps. C'est une entreprise très lucrative qui a permis la création d'un État voyou, d'un État menteur, d'un État où le vice, le trafic d'organes, la pédophilie est monnaie courante. Cet État, c'est Israël. Et on a bien vu d'ailleurs le président de la République, quand ça s'est passé là, à Toulouse, quand il reçoit Benjamin Netanyahu. Pour moi, c'est un sketch. Ça dépend l'éclairage et la façon dont vous regardez les choses. Vous parlez du moment où ce monsieur chante en hébreu, Vive Israël. Avec le président de la France. Ça n'a pas choqué. Qui est là, on a l'impression d'avoir un petit toutou qui est là, et puis qui le caresse sur la tête, et puis va jouer avec des crottes de nez. Et d'ailleurs, même lui est obligé, à un moment donné, à la fin, de dire oui, quand même, il exagère. On sent que sa révolte, c'est de dire doucement, quand même. Bon, alors que la vérité, il aurait fallu que quelqu'un lui crache à la gueule. C'était la réponse la plus pacifiste et la plus claire, ou une chaussure au moins une babouche dans la tronche. On aurait fini à Guantanamo là. Oui, parce que cette histoire de l'école juive de Toulouse, voilà un sujet pour l'instant qui n'a pas été encore utilisé par les humoristes. Ça sera très difficile. Tous les sujets peuvent être utilisés. On l'a fait avec le 11 septembre, on l'a fait avec la guerre, on l'a fait. Bon, là, ils en ont fait quelque chose. D'ailleurs, ils en ont parlé comme un nouveau 11 septembre, une nouvelle Shoah, quelque chose. Alors qu'on ne sait rien, alors que la police n'en a encore rendu aucun... L'enquête n'est pas terminée, et on voit bien à quel point Israël se sert de ces événements pour continuer sa propagande. Je pense qu'on en saura plus dans les mois prochains, d'ailleurs. On en saura peut-être un jour quelque chose, et d'ailleurs, l'implication même de cet État voyou dans cette opération, on verra bien. Et de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette affaire Mera, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que Toulouse, ça existe. C'est tout. Alors, après vous, qui a la chance de découvrir en premier vos sketchs, hein, pour parler de choses un peu plus joviales, sur qui testez-vous vos chutes? Non, je travaille en fait, comme je fais un spectacle par an, les premières représentations de mes spectacles sont vraiment des moments de travail encore. D'accord. Et alors ceux qui viennent, je les préviens toujours, mais ils sont contents de venir et puis ils reviennent souvent quelques mois plus tard. Et puis bon, là c'est vrai que le spectacle est beaucoup plus affûté. Ouais. On a parlé de musique, de rythme, on a entendu donc une voix tout à l'heure. On peut dire que sans texte, il ne pourrait pas y avoir tout ça. Et on peut imaginer par là que la musicalité est d'abord dans le texte. Et parmi les écrivains français, s'il y en a bien un qui a su faire chanter les lettres, c'est Louis-Ferdinand Céline, un écrivain qui est rentré dans l'histoire de la littérature française, ou plutôt qui a fait rentrer la littérature française dans l'histoire. Et je n'ai pu m'empêcher de faire le parallèle entre lui et vous. Vous avez en commun le fait de remettre tout le monde à sa place dans vos domaines respectifs. Vous êtes attaqué en justice, taxé d'antisémite, diffamé, et l'on vous accuse tous les deux d'appel à la haine
et à la violence. J'aimerais que l'on écoute un passage d'une interview de Céline où on lui demande s'il a conscience de sa violence. Image. Je ne me vois pas violent du tout. Oh, mais pas le moins du monde, je n'ai jamais été violent. Je m'en soignais avec beaucoup de douceur, si j'ose dire. Tous ceux qui m'ont approché, j'ai sauvé énormément de gens, d'animaux. À la guerre, j'ai vécu dans bien des milieux, bien violents. Je dis, j'ai vécu dans la violence. Mais moi-même, je ne la veux absolument pas. Et les livres très fâcheux que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les motifs de la guerre et les suites. L'histoire m'a donné raison, mais pas les hommes. Dieudonné, on vous accuse d'appel à la haine et à la violence. Parfois, vous répondez quoi? C'est tellement... Parce que vous dites souvent que rire, c'est d'abord pour éviter de prendre les armes. Je vous ai entendu dire ça. Oui, moi je pense que je suis un humoriste qui essaye de faire son travail convenablement. Ça n'est pas aux officines israéliennes qui ont pignon sur rue aujourd'hui en France et qui convoquent chaque année nos politiques, qui organisent la vie politique dans ce pays, de me dire ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. De toute façon, il est clair que l'humour d'un esclave sera toujours différent de celui de l'esclavagiste. C'est clair que je ne les fais pas rire. Donc pour eux, mon rire est violence dans la mesure où je les mets face aux injustices dont ils sont responsables. Et donc... ça les fait pas rire. Non, ça ne les fait pas rire parce que c'est étrange. C'est la première fois, d'ailleurs, je pense, dans l'histoire, c'est pour ça que nous sommes à un tournant de civilisation, que le pouvoir est entre les mains de gens de pleurnichards. C'est-à-dire que d'habitude, c'était par la force des armes que les peuples s'étaient imposés aux autres. Et là, il y a effectivement une nouvelle aristocratie sans aucune noblesse qui est arrivée au pouvoir par le vice, par le mensonge et par la pleurniche, par la victimisation absolue. Et donc, moi, toutes les condamnations que j'ai dû assumer, c'est parce que nous avions à la barre... Vous êtes plus souvent condamné d'ailleurs que... Non, en fait, de manière générale, j'ai plutôt gagné mes procès, mais il y a maintenant les associations, évidemment, israéliennes qui sont derrière chacun des procès que je dois assumer, parce que c'est à chaque fois, évidemment, du temps perdu. Bon. Mais il y a tout le temps ces associations qui viennent pleurer. Et c'est au nom des victimes de la dernière guerre mondiale, des victimes juives, que je suis condamné. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, une industrie de l'Holocauste qui génère encore énormément de profits. C'est-à-dire qu'ils demandent en plus à être rémunérés, ils demandent à être payés systématiquement. L'argent étant évidemment... Et là, ça coûte cher? Ben là, la dernière fois, c'est 20 000 euros. Je suis condamné à 20 000 euros. Au nom de la souffrance, au nom de la pleurniche internationale. Par rapport à un clip, une chanson, c'était... Chouananas. Chouananas. 20 000 euros. Une chanson. Ça coûte cher le clip? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je suis condamné, moi, pour Chouananas, et de l'autre côté, évidemment, vous avez des gens comme Roman Polanski, dont le ministre de la Culture de ce pays nous dit que non seulement il est accueilli à bras ouverts, et on lui offre tous les budgets de la République pour réaliser ses projets. Alors, de temps en temps, je me dis, effectivement, j'aurais dû droguer une jeune fille et la sodomiser en direct à la télévision, peut-être qu'on aurait trouvé ça drôle. Alors, je vous ai posé... on m'aurait trouvé talentueux. Peut-être. Je vous ai posé... Alors, je vous aurais placé à la place de DSK, du coup. On aurait changé un peu les rôles. Alors, je vous ai posé la question... Polanski, d'ailleurs, c'est un petit peu, si vous voulez, une certaine façon d'aborder aussi la communication, une certaine façon de voir les choses et de voir le monde. Mais moi, je pense que leur maladie, elle vient aussi du fait qu'ils eux-mêmes sont arrivés à un degré de folie où ils se croient absolument tout permis. Et je pense pas que... Finalement, moi, je préfère voir effectivement ce genre d'individus se retourner, essayer de comprendre, parce que qu'est-ce qui les a amenés à être comme ils le sont aujourd'hui? Il a écrit un livre, j'ai pas lu, mais... Je suis très inquiet. Parce que j'ai entendu qu'ils avaient négocié, là, elle va toucher 4 millions. Je suis très content. D'accord, je ne savais pas. Je crois qu'elle va toucher près de 5 millions d'euros. Je trouve ça bien pour elle, parce que, bon, c'est terrible ce qui lui est arrivé,
Mais bon, sa vie va changer, et je sais que j'ai entendu plein de choses, puis elle est critiquée pour avoir... Moi, personnellement, je pense que c'est bien. Alors l'argent, évidemment, c'est quelque chose, c'est un serpent, mais je pense qu'elle mérite aujourd'hui d'avoir une autre vie, parce que ça a dû être très très difficile pour elle. Là, j'ai vu, même, parce qu'évidemment, le malin, les avocats de Strauss-Kahn sont allés jusqu'en Afrique pour trouver des... C'est vraiment absolument ignoble. Hein. C'est difficile de voir clair dans cette affaire, quand même. Oh bah c'est très simple, je veux dire, elle s'est fait violer de manière, pour moi c'est une évidence absolue. Et puis, puis lui-même, je veux dire, si aujourd'hui il paye, il paye, pourquoi faire? S'il ne l'avait pas violée, il paierait pas. Non, mais je pense qu'il sait ce qu'il a fait. Alors après, pour lui, dans sa conscience, est-ce que c'est un viol, est-ce que ça n'est pas une conscience? A-t-il une conscience? Comment ça se passe? Je vous ai posé la question sur la violence tout à l'heure, parce que malgré votre non-violence, vos spectacles sont accueillis par parfois 200 CRS, ou alors on peut voir vous et votre public être expulsés d'une salle de spectacle. Alors est-ce que parfois vous culpabilisez de la violence de vos adversaires qui finit par toucher votre public? Non, ils n'ont jamais, le public n'a jamais été... Il y avait une jeune fille. Oui, une jeune fille. C'était effectivement au tout début. C'est la seule fois où il y a eu. C'est une jeune Marocaine qui était là au spectacle et qui a reçu un gaz lacrymogène lancé par la LDJ, qui n'est pas voilà Manuel Valls là qui laisse ce genre d'organisation agir encore en France. Et effectivement, ils ont même poignardé un commissaire de police dans une manifestation. Bon, c'est la démonstration, s'il était encore besoin de le prouver, que il y a effectivement, nous sommes aujourd'hui sous domination de ce lobby israélien, ce lobby sioniste. On le voit, le dîner annuel du CRIF, c'est la grande messe abjecte. Là, j'ai vu que quand vous dites on le voit, il faut... Dans l'esprit, ça paraît pas... Ouais, les gens ne sont pas encore informés. Doucement, les gens s'informent et ils voient. Voilà, le pouvoir a du mal, parce qu'évidemment, à s'afficher, à s'assumer. Il s'assume maintenant un peu plus, on le voit. La guerre entre Copé et Fillon, c'est l'expression même, si vous voulez, de... Fillon parle d'une mafia. Je pense que il a servi cette mafia, il avait cru lui aussi, évidemment, Monsieur Fillon, qu'il en faisait partie, mais non, il n'en fait pas partie, et je pense qu'il s'est aperçu de cela, et c'est toujours comme ça. C'est ce que disait aussi Raymond Barre. Tous les deux, on sent en commun, ils ont été premiers ministres de la France, et Raymond Barre avait dit, toute ma vie, le lobby juif m'a emmerdé. Ils m'ont cassé les couilles toute ma vie politique. Bon, il a attendu la fin pour le dire, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'il était... c'est-à-dire qu'il était encore dans une logique de carrière, et puis encore une fois, c'est une époque où les choses étaient en train de se... Aujourd'hui, c'est... Mais je suis content d'entendre que M. Fillon parle, lui, de mafia. C'est-à-dire c'est la mafia... Ouais. Et il parle de tricherie. En plus de l'intérieur. Oui, il est dedans, il est bien placé pour le savoir, qui a tricherie en plus. Ouais. L'autre est un tricheur. Donc, même les élections, si vous voulez, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus, on sait très bien que tout est faux. Il nous le prouve. Et moi, je suis content parce que quelque part, M. Fillon, je le trouvais très mauvais. Et là, je commence à le trouver. Mais non, c'est-à-dire que je pense que, je ne sais pas, il est transporté, alors peut-être. Se voyait-il comme président, peut-être, mais voilà, le système lui a dit non, tu ne seras jamais président. Là, éventuellement, tu peux servir des cafés maintenant, et peut-être on te demandera de porter une petite nuisette le jour où on a envie. Et là, il est en train de dire, bah non, j'ai envie, mais non, et tu fermes ta gueule. Et c'est ce que l'autre est en train de faire, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de fermer sa gueule. Et moi, je l'incite à venir voir mon spectacle, le plus vite possible, parce que le problème, c'est que à partir du moment où ça bascule, et je pense qu'il n'a pas saisi, il aurait dû fermer sa gueule tout de suite, ou alors s'il l'ouvre, s'il est en train de parler de mafia, il faut qu'il aille au bout. C'est-à-dire que nous, ça nous intéresse de savoir c'est qui la mafia, c'est quoi.
On va l'inviter. Ouais. J'ai fait référence à Céline tout à l'heure, et l'un de ses livres, Bagatelle pour un massacre, a été qualifié par ses détracteurs comme un pamphlet antisémite, comme le summum littéraire de l'antisémitisme. Et vous, en 2011, vous réalisez le film L'Antisémite, donc interdit dans toutes les salles si j'ai bien compris. On comprend déjà dans le titre un brin de provocation. Alors qu'avez-vous voulu provoquer ? Non, mais l'antisémitisme est un sujet extraordinaire dans la mesure où ce mot est hallucinant. C'est-à-dire, ce mot provoque un interdit, c'est-à-dire dans l'inconscient, dans un tribunal comme sur un plateau télé, prononcer le mot ou la charge d'antisémitisme, tout d'un coup reviennent les images de la Shoah, des camps de concentration. Vous dites islamophobe ou négrophobe, quelque part on va dire c'est bien. Parce que c'est-à-dire ça fait bouger les choses, il se passe quelque chose, les gens discutent. Mais l'antisémitisme, le racisme anti-juif, parce que en plus la réalité c'est ça, enfin et c'est même pas une race, c'est une croyance le judaïsme. Mais bon, alors là encore une fois, mais tout l'art du sionisme, c'est de créer un antisémitisme. Le sionisme n'existe pas sans l'antisémitisme. Il faut savoir que c'est grâce à l'antisémitisme que le sionisme est arrivé et existe. C'est-à-dire, moi, je me suis vu être accusé d'être un nazi, alors que je n'ai aucune formation au départ. Je suis devenu même un des plus grands représentants. Et alors que je suis un autodidacte. Voilà, formé sur le tas, avec sur les balafons et du zouk. Donc je veux dire, c'est sûr que j'ai un parcours qui est... c'est pour ça que lorsqu'on aborde cette question de l'antisémitisme, l'antisémitisme est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est très difficile de le définir. Qu'est-ce que c'est? Et si on devait définir l'antisémite aujourd'hui, un antisémite, je ferais partie certainement des 10 antisémites français. Les plus grands. Des plus grands. J'en profite pour rappeler que votre dernier film, Métastase, est sorti en septembre 2012. Alors quel est le lien que vous faites entre la scène et le cinéma? Moi, c'est l'Iran qui m'a donné envie de faire c'est le cinéma iranien qui m'a amené à faire du cinéma. Un film, une rencontre? Ouais, c'est-à-dire que j'ai été membre d'un jury de courts-métrages à Téhéran, et puis j'ai vu tout un tas de jeunes artistes, réalisateurs, et je me suis dit qu'en fait, le problème ici, c'est que comme l'industrie du cinéma, l'hollywoodisme, on va dire, est complètement entre les mains du cinéma sioniste, c'est-à-dire que de toute façon, il suffit de regarder les films. Le méchant, c'est le méchant arabe, le méchant noir maintenant. Enfin, maintenant, ils ont de plus en plus aussi, le chinois, ouais, le russe, et toujours le gentil juif qui ami et copain des plus humbles, et qui va trouver la solution pour sauver le monde. Et ça, c'est quand même incroyable quand on regarde ces films-là. On dit mais comment ça se fait que c'est toujours il n'y a pas un gentil. Eh ben, c'est parce que les producteurs sont juifs. C'est d'ailleurs Woody Allen qui dit les Oscars, c'est la plus grande fête juive des États-Unis. Wow. Oui, mais c'est-à-dire que c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et c'est vrai que c'est étonnant. Et ça n'est pas être antisémite de dire ça. C'est que les Juifs ont droit à un cinéma s'ils veulent, s'ils se reconnaissent dans cette communauté, on va dire, religieuse. Mais nous avons le droit, nous qui ne sommes pas juifs, à avoir aussi notre cinéma. Or, le cinéma qui n'est pas juif est un cinéma qui est vu comme antisémite. Et alors, lorsqu'un jeune Iranien veut réussir un film et être vu à Hollywood, il faut qu'il soit critique sur la société, enfin sur la politique iranienne. Et là, tout de suite, il est récupéré, il devient un génie, on lui donne un Oscar. Les Oscars, c'est comme les prix Nobel, c'est de la merde. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un titre de collaboration. Et pour moi, la pire des insultes, ce serait d'être nominé à un César, un Oscar ou une merde dans ce genre-là. La Légion d'honneur. Parce que la Légion d'honneur, c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous agrafe. Un pins. Voilà, c'est ça, un pins, esclave docile de maison. Et moi, je n'en veux pas, évidemment. Et j'espère, ça serait la plus grande insulte. Évidemment, je le refuserai. De toute façon, je n'en aurai pas. Mais je serai là pour vérifier. Ouais, ne vous inquiétez pas. Dieudonné, je ne vais pas vous demander de choisir entre le cinéma et la scène, mais je vous propose à vous et à nos chers web auditeurs de passer au moment du choix. Dieudonné, si vous deviez à nouveau former un duo comique, alors lequel des partenaires choisiriez-vous? Bon, on a mis des gens très drôles, hein, vous allez voir. Alors vous avez le choix entre Gad Elmaleh, notre comique, Barack Obama, Jean-François Copé aussi qui est très drôle, un Chinois,
un renard. N'ayez pas la mauvaise idée de nous dire que là, les deux sont la même chose. On a mis aussi Félix Baumgartner pour sa tentative de suicide la plus chère de l'histoire. Bernard-Henri Lévy, Roselyne Bachelot et moi-même déguisé en colon israélien. Alors, si il y en a que vous avez déjà fait, on peut faire par élimination, hein, si vous n'avez pas encore fait ce choix. Alors un duo comique. Ouais, vous et un des. Alors ça sera un duo comique ou un match de boxe? Comique. Un duo comique. Un partenaire qui vous aiderait à conquérir. Alors le comique, celui qui est en tout cas qui en a fait, on va dire. Celui qui est le comique de profession, c'est Gad Elmaleh. Lui, non, c'est-à-dire, je préfère encore refaire un duo avec Elise Moon, quand même un petit peu. Là, c'est l'auto-plébiscite, Gad Elmaleh. C'est-à-dire que c'est pas vraiment, pour moi, c'est trop. Il est pas assez en confiance. Il a pas assez confiance en lui. C'est-à-dire qu'il commence tous ses spectacles. Il rigole déjà. Ça, Oui, ça marche. Ouais, ça marche. Mais voilà, le problème, c'est que c'est 70% de son spectacle. D'accord. Donc c'est fatigant. Vous l'embauchez pas. Non. Barack Obama. Barack Obama. Marionnette. Ouais, marionnette. Ouais, il est propre. Il est lisse. Il a des chemises bien repassées. D'accord. Nègre de maison, quoi. Mais voilà, moi je suis un nègre des champs. Bon, j'ai quand même plus de sympathie pour un esclave que pour un maître. Jean-François Copé. Oui, en ce moment il est un maître esclavagiste avec le sourire de l'esclavagiste. Et donc lui, c'est sûr que ça serait plus drôle sur un tatami ou. D'accord. Pour exprimer peut-être autre chose. Chinois, là il suffit d'aller au Cameroun. Hein, il y a des villes entières maintenant. Des panneaux. Ah oui, c'est incroyable à côté du village dont je suis originaire là. C'est incroyable la présence. Ils vont parler la langue. Ils vont juste que parler la langue. Non, pas encore. Mais j'espère qu'ils vont s'ouvrir un peu plus qu'aujourd'hui là. Mais en tout cas, oui, les Chinois, c'est un vrai sujet de comédie. Donc, s'il y avait un humoriste chinois. Je pense que j'aimerais bien faire un truc avec lui, ouais. Je pense. D'accord. Vous aviez le renard. Le renard, ouais. Ouais, le renard, je passerai parce que j'aimerais bien, pourquoi pas. J'ai déjà une petite chèvre, moi. D'accord. Biquette. Ouais, Biquette. Alors, Biquette, le renard. Le renard, c'est vrai que il y en a pas mal dans ma région. J'habite à la campagne. Et j'en vois malheureusement écrasé sur la route souvent. Par vous? Non. J'ai essayé d'en sauver un jour, un petit bébé renard, avec mon fils. Et il l'a ramassé et tout. Et puis, il est mort. Bon, c'est triste. Allons-y. Ensuite, on a Baumgartner. On a Bernard. C'était intéressant, lui, son saut. Bernard, c'est intéressant parce que Bernard, c'est l'inversion totale c'est l'imposteur absolu, quoi. C'est-à-dire. Là, en promo, vous serez carré. Là, en promo, le milliardaire. Ouais, ce serait pas mal. Au moins un duo avec un face à face, juste une discussion. Je pense que ce serait quand même intéressant pour moi et puis peut-être pour lui. C'est vrai que ça fait partie des gens. Je pense que c'est le cynisme poussé. Puis là, maintenant que c'est un criminel de guerre avec ce qu'ils ont fait en Libye, j'aurais vraiment des choses à lui dire. D'accord. Puis on a Roselyne Bachelot. Non, là, vraiment, ça n'exprime absolument rien. Et puis, moi, déguisé en colon israélien. Non, moi, c'est ce que je fais depuis toujours, un duo avec moi-même. D'accord. Donc, on one-man show. Donnez-moi ma chance, je peux être... toi, c'est moi, là, c'est Baran. Pardon. C'est moi déguisé en colon israélien. J'avais compris que c'était moi en tant que moi. Non, alors si c'est Baran, c'est ce qu'on vient de faire, excuse-moi. Non, mais j'avais, comme je me reconnaissais, je me suis dit, moi, c'est moi. Mais j'avais pas vu, comme je n'ai plus. De loin, c'est. Non, je vois pas du tout. J'avais cru que c'était Mbala, d'ailleurs. Et c'est Baran. Baran Mbala, ça pourrait être Mbala. Baran, oui. Alors un duo, alors sur une scène, ce serait délicat, mais là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça se passe plutôt bien pour l'instant.
Dieudonné, on vous a souvent vu monter sur scène avec une bouteille isotherme. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dedans. Et pour répondre à ma question, je vous propose à vous et à nos chers web auditeurs de passer à la sortie sucrée. Dieudonné, alors habituellement, thé ou café, il y a quoi dans cette bouteille isotherme? Alors j'ai toujours mis du thé avec du miel. C'était une recette de grand-mère qui voulait que ça pouvait me permettre d'avoir les... Et puis à l'époque j'avais peut-être un stress, c'est que d'avoir les... Parce que j'avais eu 2-3 extinctions de voix. Et bon, quand on fait un one-man show, l'extinction de voix, c'est le cauchemar. On peut s'en sortir quand on a un micro, comme aujourd'hui là, parce qu'on peut parler tout doucement comme ça. Mais c'est carrément catastrophique là. Puisque le one man show, comme son nom l'indique, on est seul et en fait il n'y a que la voix pour transmettre les informations. Thé et miel alors. Thé et miel. Et alors aujourd'hui j'ai d'autres, on m'a suggéré d'autres solutions, des petites pastilles, des machins. Donc ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Pour l'instant je croise les doigts, je n'ai pas eu d'extinction. Alors, à quoi ressemble votre public? A-t-il évolué? Non, oui, alors moi j'ai évolué, hein, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Le public, il a évolué avec moi, mais il est relativement jeune, assez masculin, c'est vrai. Plutôt un public de gens qui ont besoin de rire de manière urgente, pour ne pas sombrer dans... Au niveau des origines ethniques ou c'est très ouvert en fait. C'est pas un public forcément afro-européen. Il y a, c'est pour une bonne moitié, je dirais. Et puis l'autre moitié, c'est un public plutôt jeune, plutôt qui s'interrogent en tout cas, beaucoup de jeunes gens qui s'interrogent et qui ressentent une certaine injustice dans cette société, puis qui trouvent que l'humour c'est une façon aussi de transcender un sentiment d'injustice. C'est votre moteur dans les moments difficiles? Moi en tout cas c'est ma religion, hein. C'est quasiment ma religion. Si je devais en trouver une aujourd'hui, c'est la distance, c'est trouver le maximum de distance. Et le rire permet de relativiser beaucoup les situations les plus délicates. Alors il y a des situations désespérées où c'est toujours délicat d'amener du rire, mais de manière générale, et on a eu des grandes leçons là, récemment, il y a un jeune homme qui avait le cancer, qui a le cancer, et qui, Romain il s'appelle, il est suisse, il est venu, on l'a invité parce que mon dernier film est sur le cancer, et puis il était devant sa machine, je ne sais plus comment ça s'appelle, une énorme machine qui lance des rayons laser sur le cancer, hein. Et il était devant sa machine, il faisait une petite quenelle comme ça. Et donc je crois qu'effectivement il va mieux maintenant. Alors, je croise les doigts pour lui, on voit une petite pensée à Romain. Mais je crois que l'humour, la dérision, si on a déjà de l'humour et on a du recul sur sa propre vie, sa propre existence, il y a une thérapie par l'humour qui permet déjà de traiter certains cas de dépression nerveuse, mais aussi des cas plus lourds comme des tumeurs cancéreuses. Vous avez évoqué la religion, c'est un thème que vous abordez. De ce point de vue-là, de votre spiritualité, avez-vous évolué? Avez-vous déjà le temps de vous poser des questions existentielles? Et si oui, quelle réponse vous donnez-vous? À part le rire. Oui, moi je vous ai dit, en fait, je suis un esprit libre parce que pour faire rire, il faut être un peu un aventurier, hein. On voyage dans cette société, on essaye de trouver les tabous les plus croustillants pour pouvoir s'amuser et jongler avec. Mais personnellement, je crois, tout comme le jeune rappeur qu'on entendait tout à l'heure, comme la plupart des rappeurs, ce sont pour moi des prières urbaines. Je pense que quand je fais rire, alors évidemment, ce n'est pas un rire, c'est un rire qu'Aimé Césaire a très bien déterminé, défini. C'est rire avec ses propres souffrances. Et je pense que c'est vrai que c'est un autre genre de rire, mais c'est un rire qui correspond à une période aussi, à des gens qui se reconnaissent et qui arrivent à rire. Il y a plein de gens qui ne peuvent plus, qui viennent voir mes spectacles et qui me disent voilà, on avait besoin de ce rire-là parce qu'on ne nous le propose plus, ce rire. On nous l'a d'ailleurs, peut-être dans le temps, ils avaient en famille mais je pense que c'est un rire assez. C'est comme la musique, hein. Il y a du jazz, il y a de la musique classique, il y a du rock, il y a du punk, il y a du techno, l'électro. Bon, le rap évidemment. Mais voilà, puis moi c'est un genre humoristique. D'accord.
Ça va refroidir, hein. J'ai pas mis de miel, mais n'hésitez pas. Parfois, quand on pense à vous, qu'on s'inquiète un petit peu, on pense à votre relève. Est-ce que dans la famille, parmi vos enfants, il y a un futur comique? J'ai 7 enfants. Bon, il y en a qui sont un peu jeunes, donc je pourrais pas savoir exactement, mais il y en a une pour l'instant qui est plutôt intéressée par la musique et la chanson, un autre par le sport, un autre par les affaires, un autre. Puis là, doucement, les autres arrivent maintenant, mais ils sont encore à l'école. D'accord. Quand Ardisson vous annonce qu'il ne vous invitera plus dans son émission, vous lui répondez que de toute façon, vous n'irez pas à l'encontre de votre dignité, de votre conscience. Est-ce que ça doit être ça un artiste, selon vous, digne, conscient jusque dans ses tableaux, ses écrits, ses personnages ou ses chansons? Je sais, Ardisson n'est plus sur le service public. Je suis aujourd'hui face à toi, Baran. Voilà, les temps changent. Finalement, moi je suis là, Ardisson ne l'est plus. Et puis, il ne peut plus m'inviter dans l'émission dans laquelle nous nous trouvions, puisqu'il n'y est plus sur le service public. Alors il a trouvé une petite chaîne maintenant, mais je dirais que je fais plus d'audience que lui sur scène que lui aujourd'hui. Alors il essaye de préserver un niveau de vie dans un monde d'une autre époque. Je crois que l'avenir c'est des émissions comme celle-là, l'avenir c'est Internet, et je pense que toutes ces personnes-là qui ont vécu très grassement par un système qui était un système pyramidal, entièrement sous domination. D'ailleurs, c'était étonnant de voir Ardisson finalement tenter par une manœuvre maladroite de servir le maître en essayant de me cracher au visage, et finalement qui est rejeté comme une vulgaire prostituée, quoi. Et bon, c'est sa vie, c'est lui. Ce sont ses choix. Dieudonné, je rappelle que vous partez en tournée à travers la France avec votre spectacle Foxtrot à partir de février 2013, si je ne me trompe pas. Alors vous serez entre autres à Nantes le 1er mars, au Zénith de Saint-Étienne le 16 mars, à Bordeaux le 4 avril ou encore au Zénith d'Amiens le 17 mai. Je rappelle également que votre bande dessinée Yacht People, sortie en septembre 2012, est toujours en vente sur le site internet, votre site internet, et est réalisée en étroite collaboration avec le dessinateur Zéon et Alain Soral, dont on oublie trop souvent de dire qu'en plus de penser vite, il a de l'humour et que c'est un artiste. Ouais. Dieudonné, oui, un mot sur... Oui, tout à fait. C'est avant tout, je pense, un artiste, un auteur, voilà, bon, c'est un ami, mais c'est surtout quelqu'un qui, à mon avis, a un talent d'auteur, quoi. Et c'est bien que là aujourd'hui, en tout cas on s'est retrouvé sur ce projet-là. C'était notre première collaboration sur le terrain artistique. Et je pense que c'est là où on est le plus performant. D'accord. Dieudonné, merci. Nous avons été heureux et très honorés de vous avoir accueillis ici au bureau de la dissidence. Chers web auditeurs, vous l'aurez compris, la scène est en danger, alors mobilisez-vous et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos avis les plus dissidents sur le site internet de l'émission nonametv.fr. C'était No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom.